On essaye un nouveau plan? Hello, hola, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos et bon retour sur ma chaîne. Bienvenue au nouveau potentiel futur petit coco. Donc cette fois-ci, pour éviter tout le temps de regarder en bas, je vais essayer plus souvent de regarder en l'air et en face dans le point là de ma caméra qui me dit que je suis filmée. Comme ça, j'espère aussi, comme on est assez proche, je te surveille téléphone, que le son ne buggera pas, parce que j'en ai marre de cette qualité de son. S'il y a des petits bruits parasites, j'ai fermé toutes les fenêtres comme la dernière fois, mais en attendant, il y a mon frère à la maison parce que c'est les vacances, et du coup il joue aux jeux vidéo, donc il faudra peut-être du bruit derrière. Mais étant donné que ça avait du mal déjà à capter ma propre voix, si ça capte la sienne, là je ne comprends plus rien. Dans cette vidéo, sans plus vous faire attendre, je vais encore vous parler de 2 romans solo. C'est-à-dire que des fois, il m'arrive de lire des livres qui ne font pas partie de séries, ou de sagas d'ailleurs. Je fais waouh, quel choc, comment est-ce possible? Eh bien, parfois, entre les gros tomes de lourdes séries, ou avant de passer à une autre série, il m'arrive de vouloir espacer un peu mes lectures, ou c'est justement ces séries. Et du coup, je lis un roman solo, solitaire, pour casser le truc. Bon, j'avoue, il y a des fois, je savais même pas que je commençais une nouvelle série quand je pensais lire justement un livre hors série, un livre solitaire en un exemplaire. Mais bon, pour cette vidéo, je voulais vous parler de 2 romans assurés 100% qui n'ont pas d'autres exemplaires à suivre pour en finir avec leur histoire. Bon, c'est long à expliquer. En anglais, ça a un nom spécifique, les standalones. Mais en français, j'avoue, je ne connais pas le terme. Mais si vous oui, n'hésitez pas à me renseigner dans les commentaires. Ok? Ok. Donc la dernière fois, je vous ai présenté Gamora et Nebula, mais aussi Les âmes vagabondes, aka mon livre autonome préféré. Cette fois, il s'agit de 2 fictions que j'ai lues il y a un moment, mais que j'ai tout de même bien aimées. Même si malheureusement, j'aurais bien aimé que l'auteur continue ses histoires sur plus d'un seul volume pour avoir encore plus de développement concernant cette première œuvre dont je vais vous parler, que je compte vous présenter, et peut-être une fin moins frustrante pour la deuxième de la vidéo. Commençons donc par ce premier roman que j'ai lu en l'empruntant au CDI quand j'étais au collège du coup, parce que juste le titre déjà m'avait intriguée. Pour la débutante qui aimait bien l'anglais et qui, entre guillemets, a un peu prophétisé le futur bilingue que j'aurais. Lol. Apparemment, selon Goodreads, l'édition française comptait 368 pages. Mais bon, moi j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup moins en fait à l'époque, parce que j'ai lu, je me rappelle, à une vitesse inouïe. Alors ce livre passe, étant donné que c'était, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours lu les livres papier, ceux que j'ai là en font partie, beaucoup plus lentement que quand je les lis sur la liseuse en version e-book. Donc en français, le roman ado, voire jeunesse, paranormal avec quelques notes par-ci par-là, de romances clichés du lycée américain, s'intitule April, May, June. Écrit par Robin Benway. Elle a écrit apparemment de nombreux romans solitaires, autonomes, mais moi je n'ai lu que celui-ci. Et pour la collégienne que j'étais, elle a quand même su attiser ma curiosité et je me rappelle que c'était tout de même une bonne lecture, ce qui explique pourquoi quand je l'ai trouvé sur Goodreads, je lui ai mis 4 étoiles. Je me souviens pas assez pour lui avoir mis 5 étoiles, mais 4 étoiles c'était assuré. Je me rappelle que j'avais pas de problème avec ce livre du tout. Donc à ce jour, je n'ai plus qu'une seule scène qui reste en tête de ce livre, mais je suis sûre qu'il vient de ce livre. Je ne sais même plus le nom des personnages concernés dans la scène en question. Je me souviens juste qu'une des 3 sœurs et protagonistes du livre, éponyme, avait pour pouvoir de voir l'avenir. Et justement, elle est frappée d'une vision, elle voit qu'un café va se renverser sur un garçon. Et pile poil quand elle arrête de voir cette sorte de profession, cette prémonition,
et bah poum, elle rentre dans le monsieur en question et il se renverse dans la collision la tasse de café dessus. Donc ça c'est une image vivide que j'ai gardée en tête je pense du moment où elle découvre ses pouvoirs. Je ne sais plus laquelle c'est, mais avec le résumé du coup je vais savoir laquelle c'est. Donc après le reste de l'histoire, bah, j'ai un grand blanc. Alors voici ce qui se dit sur Goodreads. Ne jugez pas ma mémoire à propos du livre. Je trouve que je retiens déjà de nombreuses lectures qui datent et quand je ne les ai pas relues, ça devient compliqué pour moi d'avoir absolument tout en tête. Alors pour vous donner les mêmes infos que j'ai eues quand j'ai décidé d'emporter ce livre chez moi pour à peine quelques jours, admirez le beau résumé purement copié-collé sûrement de la 4e de couverture de ce roman sur mon site de référence. Ok, les sœurs Stephenson, April, 16 ans, May, 15 ans et June, 14 ans, je vous laisse deviner à quel mois elles sont toutes nées, découvrent en même temps qu'elles sont dotées de pouvoirs extraordinaires. April, l'aînée intello, peut prédire l'avenir. May, la rebelle, se rend invisible à la moindre émotion. Quant à June, qui rêve d'être aimée de tous, elle sait lire dans les pensées. Après le divorce de leurs parents, les 3 sœurs ont déménagé avec leur mère et fréquentent un nouveau lycée. Ces pouvoirs pourraient leur être utiles pour se faire de nouveaux amis, mais ils se révèlent plutôt encombrants. Donc voilà, ça a été publié en 2010, donc ça commence à dater. Donc ça veut sûrement dire que je l'ai lu que 2 ans après sa sortie. Et que c'était parce que c'était une acquisition nouvelle dans mon ancien CDI qui a dû être mis sur le podium qui changeait toutes les semaines là pour motiver les élèves à lire des romans en tout genre et des nouveaux pour éviter de tout le temps relire des BD ou des magazines. Donc je me rappelle que j'avais même bien aimé l'ambiance plutôt simple du livre, le lien entre les 3 sœurs. Et que même si j'avais vu venir les romances à l'intérieur à des kilomètres à la ronde, j'ai trouvé ces relations donc charmantes. Je n'ai aucun moyen par contre de vous dire après si ça a mal vieilli. N'hésitez pas à conseiller ou offrir à vos présados ou si vous en êtes un à vous-même. Un ou une vous-même, et bien voilà, je vous le recommande. Et bien dites-moi vite après dans les commentaires. Une fois que vous serez bien jeté dessus avec une grande envie, tellement je vous l'ai tellement bien vendu, ce que vous en pensez. Bien, je n'ai plus grand chose à dire sur cette première œuvre. Passons à une dont je me rappelle très bien, en revanche, parce que je l'ai bien relue, et quasiment tous les ans, pour revivre ces petits papillons dans le ventre et ces les palpitations là dans ma poitrine que j'ai ressenties en lisant cette romance recommandée par ma mamounette, ma maman, ma mère durant mes vacances d'été entre mes années de 4e et 3e. C'est parce qu'à ce moment-là, en plus pile poil, je vivais une mini romance d'été, donc waouh, c'était l'été de l'été, le meilleur été ever. J'ai lu un bon livre et j'ai eu un potentiel bisou ou deux. Donc j'étais dans le mood quoi. Cette fois-ci, dès que je l'ai retrouvé sur Goodreads, j'ai pas perdu de temps. Il a direct écopé de 5 étoiles. J'ai même pas eu besoin de trop y réfléchir. Donc je pense qu'il s'agit de mon 2e roman autonome favori. En soi, il aurait presque pu dépasser Les âmes vagabondes s'il n'y avait pas eu cette fin ouverte ou cette fin qui m'énerve en fait. Et autant les hommes vagabonds de la fin n'est pas totalement fermé parce que l'autrice avait potentiellement prévu une suite qui n'a jamais vu la lueur du jour. Mais au moins j'étais satisfaite du statut des personnages à la fin, des relations, de... Bon, pas de l'histoire en soi puisqu'il reste toujours le comment ils se débrouillent après, mais au moins entre eux les choses s'étaient arrangées et ils auraient pu vivre cachés comme ça pendant encore très longtemps, c'est pas grave. Autant dans ce 2e roman dont je vais vous parler, la fin est pour moi pleinement ouverte et laisse le lecteur libre de s'imaginer une fin à la fois triste comme heureuse.
mais avec une grosse tendance à nous faire croire que c'est triste. Ou bien peut-être que c'est juste moi qui suis dans le déni le plus total, tant je me suis attachée à ces personnages et à cette relation. Mais non, pour moi, l'auteur n'a pas fait une fin définitive avec un ton définitivement négatif ou définitivement positif. Lorsque le dernier point de cette romance a été soit tapé, soit écrit, je ne sais pas comment il a procédé à l'écriture de son roman, mais en tout cas voilà. Franchement, lorsque Rainbow Rowell, l'auteur, a écrit cette romance presque tragique, mais qui se dit en fait réaliste, entre deux lycéens, il a su en fait comment faire battre mon cœur pour bien ensuite me faire monter les larmes aux yeux. Rien d'en parler, je ne sais pas si c'est vraiment cette fin auquel je ne m'attendais pas, ou juste déjà la vie du personnage féminin qui m'a rendue si émotive, ou l'empathie du personnage masculin qui, pareil, m'a beaucoup touchée. Mais je voulais franchement que le personnage masculin continue de la protéger, de lui donner de l'espoir et qu'ensemble ils continuent à se sentir si bien, juste tous les deux, sans avoir à se soucier du reste du monde là qui leur cassait les couilles, qui les embêtait. Parce qu'il n'était pas non plus dans le cliché du surprotecteur et possessif, au contraire c'était un mec très doux et quand il, voilà, quand il se tenait à elle, il tenait à elle quoi. Je crois que c'est une des premières romances que j'ai lues sans fin heureuse et ça m'a limite traumatisée. Je suis marquée par cette histoire à vie, mais c'est bien parce qu'elle me fait passer par toute une palette d'émotions que je vous parle aujourd'hui d'Eleanor and Park. Je dis que c'est mon deuxième roman solitaire préféré, puis je vous saoule sur ce que je n'aime pas dedans. Ma relation amour-haine pour cette histoire doit vous perturber, alors imaginez-vous à ma place. Donc pour vous expliquer de quoi ça parle, c'est l'histoire d'un premier amour entre deux ados en 1986 qui n'ont rien à voir entre eux ni avec les autres d'ailleurs. On suit leur dynamique familiale plutôt bien différente. On suit comment leurs préjugés l'un sur l'autre se transforment et alors qu'ils se rapprochent malgré eux et malgré leur entourage. La narration montre un point de vue double, donc on a aussi bien le côté de Park que le côté d'Eleanor. Le personnage masculin a une mère coréenne et immigrée et un père américain, tandis que notre protagoniste féminine est en surpoids et elle grandit dans une famille nombreuse pauvre avec sa mère et son vaurien de beau-père. Et je me rappelle plus trop si on parle beaucoup de son père, mais je crois pas. Je crois que c'est pas une bonne personne et qu'il évite de passer aux oubliettes. Et leur identité personnelle, en fait, dans l'histoire, on se concentre beaucoup sur ces points-là, justement, que je viens de citer. Et les sujets abordés, ils sont très durs, mais ils sont abordés de façon à ce que les jeunes lecteurs, comme je l'étais moi à l'époque et comme peut-être vous seront les prochains qui ont vu la vidéo, c'est fait de façon à ce qu'ils ne finissent pas choqués, en tout cas pas pour ces raisons-là. Selon moi, je vous le recommande. Alors je vous le recommande pour faire dessus. Même si apparemment sur les réseaux, même si je n'ai pas tout compris, soit l'auteur, soit le livre est réputé comme problématique, voire avec des tendances limite racistes. Mais je n'ai pas vu ça avant la période de 2020 sur BookTok. Donc je ne sais pas si j'ai envie de complètement gâcher ma vision du livre. Et je me suis mise des œillères et je n'ai pas fait de recherche parce que c'est pas souvent qu'un livre me fait ressentir autant de choses et me marque, me rend émotive comme ça, surtout un livre autonome qui n'a pas, on va dire, le développement que les séries connaissent, le temps de bien développer les relations. C'est donc pourquoi, malgré ses défauts, je recommande l'expérience de ces 328 pages selon Goodreads et je pense un jour l'ajouter à ma collection papier sur mes étagères tant il constitue un pilier en fait dans mon histoire avec les livres et tout particulièrement avec les romances. C'est, on va dire, le point
le plus important de quand je parle de la fille qui disait que des romans qui finissent bien, donc c'est limite prévisible, à oh punaise, je suis là pour souffrir. Et comme toujours, j'espère voir vos commentaires à propos de si oui ou non vous connaissiez déjà ces œuvres, si elles vous intéressaient, ou si vous avez déjà lu Je suis assez ouverte d'esprit pour accepter les différentes opinions, pas de soucis, mais moi ce sont des œuvres dont je garde tout de même de bons souvenirs et donc j'espère pouvoir partager ces découvertes plutôt positives dans mon sens avec vous. Sur ce sera je pense tout pour moi aujourd'hui. Je compte retourner à ma liseuse et je vous souhaite à tous mes petits cocos d'avoir de bonnes lectures comme d'habitude. On se retrouve la prochaine fois dans une semaine. À très vite, aussi vite que mon montage me le permettra. Donc allez, bye.